Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette conférence sur Postgres, plus qu'une base de données, une plateforme multiple usage. Donc, je vous présente Cédric Dupré, Simon Clavier, Johan Martin, Anthony Novossien et Flavio Gurgel qui vont vous faire cette présentation. Donc c'est moi qui veux commencer. Bonjour à tous. Alors, le groupe que vous voyez là, en fait, on se réunit régulièrement. Nous sommes le PGGTIE, qui veut dire le groupe de travail interentreprise Postgre. C'est né en 2016 et c'est plusieurs sociétés qui ont, plutôt à un niveau technique, en fait, ont décidé d'avoir un rendez-vous régulier pour parler des problématiques qu'elles rencontraient avec l'utilisation de Postgre. Donc, les objectifs, un partage et retour d'expérience, des bonnes pratiques, contribuer à Postgre dans la limite de ce qu'on peut faire, mais on verra qu'il y a des résultats, et encourager l'adoption de l'utilisation de Postgre, d'où cet événement aujourd'hui. On a eu différents chantiers, comme par exemple la haute dispo, les migrations, qui doit être un sujet récurrent avec les problématiques Oracle, voilà, donc ça nous a bien occupés, on s'en sort. Et puis après, dans l'utilisation, la supervision, monitoring, etc. Donc dans les réalisations, slide suivant, récentes, suite à un gros travail d'Anthony, il y a un guide de transition vers PostgreSQL qui est en français et en anglais. Et donc, voilà, si vous vous posez des questions, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être lu. Et donc, il est sur le site de l'association et il est également disponible sur le GitHub. Et je laisse la main tout de suite pour les présentations techniques. Merci Simon. Donc PostgreSQL, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données relationnelle. Donc les bases de données relationnelles, c'est quelque chose qui est là depuis quand même un certain nombre d'années. C'est arrivé dans les années 60. Et à propos des données, quelque chose d'important à savoir, c'est que toutes les données intéressantes sont relationnelles. C'est pas moi qui le dis, c'est un des plus grands promoteurs d'une solution de NoSQL qui ne permet pas les relations. En l'occurrence DynamoDB. Donc toutes les données sont relationnelles. Et Postgres est une base de données relationnelle. Donc ça, c'est ses racines. On va voir dans la suite de la présentation qu'elle ne fait pas que du relationnel, mais qu'elle adresse également des cas de type NoSQL, base de données de type time series et autres. Sa licence est très permissive, c'est la licence Postgres. Vous pouvez en faire globalement ce que vous voulez avec, et beaucoup de sociétés l'ont repris pour en proposer d'autres versions, d'autres forks. C'est gratuit dans sa version communautaire. Et c'est porté par une très forte communauté. Donc il y a vraiment une communauté qui est distribuée dans le monde, qui participe au développement de l'outil. Constamment, il est constamment mis à jour, et toutes les années, en général en fin d'année, il y a une version majeure qui sort. Donc là, la version 14 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, avec à chaque fois des nouvelles améliorations. Elle est très compatible avec, elle respecte énormément la norme SQL. Donc, le SQL a vu pas mal d'évolutions au fur et à mesure des années, ce n'est pas du tout un standard qui est figé. Et PostgreSQL respecte très très bien la norme SQL 2016. On peut dire même clairement plus que beaucoup d'autres bases de données propriétaires présentes sur le marché. D'autres cas d'utilisation, on va en parler notamment via Flavio et son retour d'expérience au Bon Coin sur les données JSON, mais on peut faire du NoSQL avec. On peut faire du clé-valeur, du NoSQL avec du stockage de données JSON, et à la fois une indexation, un requêtage très fin et des performances très intéressantes. Pour un développeur, il y a énormément de types de données présents de base dans le moteur, et certains autres qui peuvent être ajoutés via un système d'extension. Donc Postgres, c'est un moteur, entre guillemets un petit moteur, sur lequel on peut greffer des extensions qui viennent améliorer, ajouter de nouvelles fonctionnalités à ce moteur-là. Comme toute base de données relationnelle, elle respecte les propriétés ACID, donc que vous connaissez certainement. C'est très reconnu pour sa robustesse et sa fiabilité. Faire crasher Postgres,
quand même très difficile. C'est pas une base de données qui va vous lâcher, et c'est une base sur laquelle on peut se reposer pendant des années dessus. Ça tourne sur beaucoup de choses. Bien sûr, Linux, Windows, BSD, macOS et plein d'architectures diverses. Il y a pas longtemps, je crois, c'est cette semaine, un des développeurs a pu le faire tourner sur une machine de type RISC-V, je crois. Donc, même sur des machines très exotiques, ça fonctionne. Donc là, j'ai pris un exemple hier soir. C'est sur mon téléphone. Donc, vous pouvez faire tourner PostgreSQL sur votre téléphone Android. C'est vraiment très facile si vous le souhaitez. Donc, Termux, et puis après, une commande d'installation de Postgres. Et voilà, vous pouvez tester. Donc là, c'est Postgres 13.3. C'est pas la toute dernière version, mais bon, c'est quand même assez proche. Donc, comme j'ai dit, les versions sont publiées chaque année. Postgres s'est sorti de l'université en 1995. Au début, il n'y avait pas de prise en compte du langage SQL. C'était un langage qui s'appelait PostQL. En 1995, voilà, c'est sorti du giron universitaire et c'est devenu une base de données open source telle qu'on la connaît à ce jour. Donc, la version 1.0, c'était en 1995. Beaucoup d'évolutions au fur et à mesure des années. Ça fonctionnait sous Windows. On est passé du log shipping, donc pour la mise en place de la haute disponibilité, à une réplication en streaming, donc en flux. On a des travaux très importants de la communauté russe, notamment sur l'intégration de fonctionnalités JSON. Donc ça s'enrichit énormément et je pense qu'on est plusieurs au sein du PGGTIE à utiliser Postgres à la place d'une solution dédiée au JSON comme MongoDB ou autre. Et on en est très satisfait, on en parlera tout à l'heure. La parallélisation des requêtes est arrivée, des fonctionnalités OLAP, de Cube et autres. La réplication logique. Donc, juste pour information, la réplication par défaut, c'est une réplication physique des blocs. Et là, la réplication logique, c'est globalement répliquer l'instruction qui a été exécutée. Donc, ça permet éventuellement de peut-être un peu travailler, de répliquer qu'une partie des données à la place de répliquer toute l'instance. Et chaque année, de grosses améliorations de performance, il y a des benchmarks intéressants là-dessus. Plein de sociétés utilisent Postgres de par le monde, donc on ne va pas toutes les citer, mais par exemple la base de données embarquée dans OS X Lion, c'est Postgres. Donc l'ISS à un moment donné, il y avait, alors bon, je ne sais pas où ça en est à ce jour, mais il y avait une réplication Terre, Station spatiale internationale, qui était faite via Postgres. Donc des ingénieurs de la NASA qui ont demandé comment améliorer les performances sur la réplication entre la Terre et la Station spatiale internationale. Et au PGGTIE, on a rapidement fait le tour, mais voilà, on est en groupe de 20-30 sociétés, donc à la fois publiques et privées, qui se réunissent régulièrement pour parler de ce qui marche chez nous et ce qui marche pas, ce qui peut marcher moins bien également. Donc nos difficultés, quelles solutions on a mis en place pour passer outre. Je vais passer la parole à Cédric pour nous parler de sa spécialité, donc Oui, donc moi je vais vous parler de toute la partie information géographique, évidemment, étant de l'IGN, c'est au cœur de notre métier. Donc PostgreSQL, là, ce qu'Anthony nous a présenté, c'est effectivement ce moteur de base de données, et ce sur quoi on a prévu d'axer notre discours derrière, c'est que c'est pas qu'un moteur de base de données, et on va pouvoir ajouter plein d'autres choses autour de ça. Notamment tout ce qui concerne la partie information géographique, on a pas mal d'extensions qui permettent d'améliorer encore et d'augmenter encore le nombre de fonctionnalités de PostgreSQL. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'information géographique et un système d'information géographique? C'est comme un SGBD, mais cette fois-ci, c'est la composante géographique, la spatialisation qui nous intéresse. Et donc, c'est tout ce qui permet de créer, de stocker notamment dans la base de données, donc au plus près des autres données, de gérer et d'enrichir les données
à l'intérieur de la base de données, d'en plus, une information spatiale. Donc l'extension principale qui existe maintenant depuis des années autour de PostgreSQL et qui permet de gérer cette information spatiale, c'est l'extension qui s'appelle PostGIS. Donc elle permet de mieux représenter l'information spatiale dans la base de données, et cette information spatiale, elle va être représentée sous différentes formes. D'abord ce qu'on appelle des géométries, donc ça va être des points pour représenter des lieux remarquables, ça peut être des lignes pour représenter par exemple tout ce qui est réseau routier, tout ce qui est réseau de distribution, tout ce qui est rivière, et c'est également, dernier type de géométrie qu'on utilise, c'est les polygones pour représenter les surfaces. On peut représenter aussi et gérer dans PostGIS tout ce qui est troisième dimension, donc la représentation des bâtiments est également gérable à l'intérieur de PostGIS. Et puis enfin, il y a tout un autre pan de l'information géographique qui est gérable dans l'extension et donc en base de données. C'est tout ce qu'on appelle le raster, c'est-à-dire la gestion des images, par exemple les modèles numériques de terrain ou des images spatiales qui seraient bien recalées par rapport au territoire, ce qu'on appelle le géoréférencement. Donc cette extension PostGIS, elle est également libre, gratuite, très facile à installer comme la quasi-totalité des extensions de PostgreSQL. Elle s'appuie sur d'autres outils libres, d'autres bibliothèques libres. Donc pour toute la partie image, raster, c'est une bibliothèque qui s'appelle GDAL. Pour la partie vecteur, gérer donc les points, les lignes, les polygones, c'est la bibliothèque OGR. Pour gérer tous les problèmes de projection, parce que évidemment on représente toujours l'information géographique, enfin souvent on la représente à plat, alors que la Terre est ronde, donc il faut faire pour ça appel à des projections qui sont différentes selon l'endroit où on se trouve sur la Terre. Donc il y a une librairie qui permet de gérer ces différentes transformations de projection de l'une à l'autre. Et puis les géométries sont gérées par la bibliothèque Géos, etc., etc. Donc tout ce projet-là s'appuie sur d'autres outils libres. On n'a pas réinventé la poudre dans PostGIS, on s'appuie sur d'autres bibliothèques déjà existantes. Donc ça permet de traiter les données spatiales et surtout de les coupler avec toutes les autres données que vous pouvez avoir dans la base de données. Donc le gros intérêt, c'est d'apporter en plus de la valeur que représentent vos données en base, sa spatialisation et sa représentation spatiale. C'est très facilement visualisable avec des outils à la fois libres ou pas libres. Donc dans les outils libres classiques, il y a QGIS, il y a GRASS, et puis dans les outils non libres qui s'interfacent bien avec PostgreSQL PostGIS, vous avez ArcGIS, vous avez MapInfo, etc., etc. Donc un petit exemple de représentation de la France. À gauche, la partie représentation vecteur avec les villes représentées sous forme de points. Les cours d'eau sont représentés sous forme de lignes. Et évidemment, tout ce qui est pays, îles, etc. est représenté, permet d'illustrer ce qu'on entend par un polygone. Et puis à droite, c'est un exemple typique d'image raster. Donc là, c'est un modèle numérique de terrain. Plus les couleurs sont chaudes, plus on est bas en altitude, plus les couleurs sont froides, plus on est élevé en altitude. Et bien évidemment, PostGIS vous permet de coupler les deux. C'est-à-dire que en croisant la partie vecteur d'un côté et la partie raster de l'autre, on va pouvoir par exemple sortir l'altitude de chacun des points ou le plan d'altitude d'un cours d'eau. Autre extension qui existe aussi au niveau information géographique, c'est l'extension PGRoutine qui permet de faire le calcul d'itinéraire d'un point à un autre. Par exemple, c'est le type d'extension qui permet de calculer l'itinéraire le plus court pour aller d'un point A à un point B. Ou alors trouver l'itinéraire le plus rapide en ayant mis un certain nombre d'informations particulières sur le profil entre le premier point et le deuxième point, typiquement des vitesses sur un réseau routier. Eh bien, cette extension-là va vous permettre de calculer le chemin, l'itinéraire le plus rapide entre le premier point et le deuxième point, qui n'est pas forcément d'ailleurs l'itinéraire le plus direct. On peut choisir différents algorithmes de calcul pour réaliser ces opérations-là. Et puis, la petite présentation que j'ai faite, c'est la possibilité de, à partir d'un point qui est situé en vert dans l'image, eh bien, calculer ce qu'on appelle des isochrones, c'est-à-dire les points qui sont à égal temps de parcours par rapport au point de départ en fonction des contraintes qu'on a mis, évidemment, au niveau spatial. Troisième extension importante au niveau spatialisation, c'est ce qu'on appelle le PG Point Cloud. Et donc ça, c'est une extension qui permet de gérer tout ce qui concerne les nuages de points acquis par des appareils qu'on appelle des LIDAR, qui sont des technologies laser qui permettent d'envoyer des impulsions laser vers un objet ou vers une surface et récupérer l'information, les impulsions envoyées pour calculer la distance automatiquement.
Donc cette extension-là, elle permet de stocker de manière très efficace ces nuages de points, et pourtant les nuages de points, c'est des données qui sont extrêmement volumineuses. Donc on peut les stocker dans la base de données, et puis surtout on va pouvoir les interfacer aussi avec l'ensemble des autres données de manière simple. Le stockage est efficace parce qu'il est compressé, c'est pas une ligne par point, parce que là ça serait ingérable, mais ce sont des paquets de points. Donc c'est facile à mettre en place avec PostGIS pour traiter la donnée spatialisée. Des exemples de cas d'usage, c'est analyser finement l'évolution du trait de côte, faire le suivi également des crues. Quand il y a eu une crue, on fait passer le lidar, et puis comme ça on regarde à quel niveau se situe très précisément le pic de crue, délimiter le bâti, et puis suivre l'évaluation de la ressource forestière. Donc quelques petits cas d'utilisation en couleur. Donc il y a le principe du lidar évidemment. Et puis vous avez une représentation du pont du Gard, acquis par lidar aérien. Et puis en bas à droite, vous avez tout ce qu'on peut sortir en fait de ces nuages de points. Donc un modèle numérique de terrain très précis à droite. Et puis aussi un modèle de surface, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du sol. Et notamment là, la représentation d'un massif forestier. Le tout avec une précision extraordinaire. Et puis ces lidars, ils existent en étant pris depuis le haut, et on peut aussi faire de l'acquisition lidar au sol. Et donc on peut faire ça en forêt pour récupérer les informations au niveau des arbres de manière très précise, et également au niveau des bâtiments sur les Champs-Élysées, dans le cas présent. Donc moi je vais vous parler des autres sources de données que les extensions. Donc Postgres en fait permet via tout ce qui est ce qu'on va voir ici, ce qu'on appelle les foreign data wrappers, en fait ça permet d'aller chercher d'autres informations que ce qu'il y a stocké dans la base de Postgres. Donc les foreign data wrappers, c'est mis sous la norme SQLmed, et ça permet de se connecter via un serveur à une autre source de données externe. Donc on a plusieurs exemples. Les plus connus, c'est les autres SGBD, ce qui permet de centraliser des données directement dans le moteur Postgres. Donc ça permet de se croiser les données en interne et en externe depuis Postgres, et pour les utilisateurs, en fait, c'est transparent, tout est dans le même moteur de base de données qui est Postgres. Donc en fonction des foreign data wrappers, ça peut être soit en lecture, soit en écriture et lecture. Donc les exemples les plus communs, c'est donc un autre serveur Postgres, d'autres SGBD, Oracle, SQL Server, MongoDB, MariaDB, SQLite, des fichiers à plat, CSV, Excel, LibreOffice, etc. Et d'autres sources de données, Git, HTML, Twitter. Il y en a même encore d'autres qui arrivent. Donc je vais faire un petit focus sur Oracle, ce qui est utilisé dans notre société. Donc c'est développé par Laurence Alb. J'ai une petite coquille. Donc ça permet de se connecter via un client Oracle directement à une base Oracle, et de remonter ça en table externe dans Postgres. Donc chez nous, à Naïf, on s'en sert en fait pour faire comme du décisionnel. En fait, on s'en sert comme entrepôt de données. On va chercher nos données au cœur de métier Oracle, et on ramène ça dans nos bases Postgres, ce qui permet d'avoir un endroit où toutes les données sont unifiées. Ça nous permet d'avoir des données de référence. On a des bases de référentiels, donc ça nous permet de ramener ces données de référentiels et pouvoir faire notre traitement massif le soir avec ces données-là. Et puis ça nous sert aussi d'outil de migration. Actuellement, quand on fait toutes nos migrations Oracle vers Postgres, en fait, on utilise la plupart du temps du foreign data wrapper. On récupère les tables Oracle sur Postgres, on fait les traitements métiers, les requêtes d'insertion dans les bases Postgres au format voulu. Et c'est assez performant. Donc les dernières versions permettent de faire du parallélisme. On peut commencer à travailler aussi de façon assez massive maintenant sur Postgres, c'est plutôt très performant. Alors là, je vais laisser parler Cédric. Alors dans la partie géographique, on a un Foreign Data Wrapper qui est très très efficace aussi, qui s'appelle OGR Foreign Data Wrapper. Il a été développé par Paul Ramsey, qui est un des grands développeurs, un des grands porteurs du projet PostGIS. Et l'avantage de ce Foreign Data Wrapper-là, c'est qu'il supporte un très grand nombre de formats. Donc dans les fichiers plats, on peut directement en SQL interroger un fichier CSV. Ce qui est très fort, c'est qu'en plus, il détecte automatiquement les en-têtes. Il n'y a même pas besoin de pré-remplir des tables. Il va tout détecter tout seul comme avant. On peut interroger des fichiers Excel également, ou des fichiers LibreOffice Calc, ce qui permet assez facilement en fait, de rapatrier des données
qui seraient contenus dans des fichiers de type Excel vers la base de données, ou même d'interroger en direct des informations de la base de données croisées avec ce type de fichier-là. On l'utilise quand même beaucoup, il a été fait beaucoup pour le monde des systèmes d'information géographique, donc il permet d'interroger sans charger dans la base de données, d'interroger et de croiser des données qui seraient contenues dans des fichiers d'information géographique sur le côté, les classiques shapefile pour ceux qui connaissent, des SRI, ou alors le type GeoJSON ou même MapInfo. On peut aussi interroger directement sans charger dans la base de données des fichiers raster et croiser les données de la base de données avec ces sources raster externes qui sont souvent aussi volumineuses et qu'on n'a pas forcément envie de mettre dans la base de données pour éviter les problèmes de gestion de sauvegarde notamment et de taille de sauvegarde. Et puis on peut attaquer directement des flux avec ce Foreign Data Wrapper-là, directement des flux sur Internet, des flux d'information géographique sur Internet, comme les flux WFS, qui sont des données vecteurs qu'on interroge par une requête HTTP classique. Il permet aussi d'interroger d'autres bases de données directement, donc d'autres bases PostgreSQL, même s'il y a un Foreign Data Wrapper dédié pour faire le lien entre serveurs PostgreSQL. On peut interroger du SQL Server, on peut interroger du MySQL ou toute source de données ODBC. On peut aussi interroger du Elasticsearch. Donc, non seulement il est bon, ce Foreign Data Wrapper, pour interroger des données de type géographique, mais pas que. Il permet aussi d'interroger un très grand nombre d'autres sources de données directement depuis PostgreSQL et depuis votre base de données. Est-ce que tu peux dire peut-être ce qui se cache derrière OGR? Non, ça je ne saurais pas te dire. Ok. L'acronyme, de tête, je ne suis pas capable de le redonner. Donc, je vais reprendre en fait pour donner un petit exemple sur pourquoi par exemple chez nous, les développeurs aiment beaucoup Postgres. Pardon, excuse-moi. Donc en fait, j'ai fait un petit sondage chez nous, chez nos leaders côté développement. Donc pourquoi ils aiment beaucoup Postgres? Donc ils aiment beaucoup la documentation, c'est très bien documenté, très clair, traduit en français pour ceux qui ne veulent pas parler en anglais. Pour chaque version, il y a une documentation permanente. Il y a une très grosse communauté sur Postgres, donc il y a toujours, dès qu'il y a une question qui est posée, il y a toujours quelqu'un qui y répond. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités intégrées, comme on en a beaucoup parlé, soit natives, soit en extension. Donc le JSON, le PostGIS, le graph, le full text search, le vecteur. Et ce qui plaît pas mal, c'est la possibilité de créer ses propres extensions ou ses propres moteurs de recherche très très facilement. Et en fait, chez nous, vu que tout le monde aime bien, ça nous permet d'éviter d'avoir plusieurs moteurs de base de données côté Maïf, parce que du coup, les développeurs trouvent toutes leurs fonctionnalités dans le moteur Postgres, et du coup, ils font une très bonne pub au fur et à mesure pour les autres développeurs, et maintenant, c'est le moteur qui est systématiquement installé par défaut. Même avant, ils partaient plutôt sur des types Mongo, NoSQL, Redis, ce genre de choses. Et maintenant, tout revient en fait nativement sur Postgres, car ils ont un très bon retour lié à la fiabilité, entre autres. Donc un petit exemple, une petite collation, donc quelque chose qui a été fait chez nous. Donc on a créé une collation spéciale qui permet de faire une recherche sans accent, sans caractères spéciaux et tout. Donc voilà, juste on crée une table, on crée la collation, on définit que la colonne texte est en mode spécial, et on insère tous ces types de données différents, et après on cherche select étoile, donc on cherche partout dans la table, et on n'a aucun caractère spécifique, aucun accent, rien du tout. Et le résultat, ça donne ça. Voilà, donc ça ramène toutes les lignes qui ont été enregistrées, donc c'est assez puissant. Et ça, donc, c'est très utilisé chez nous. Voilà. Je vais parler. Alors, c'est à mon tour. Je vais parler rapidement d'une des utilisations de PostgreSQL chez Les Bons Coins. On a des centaines de bases de données, mais là, j'ai choisi ça parce que là, je vais parler spécifiquement... merci. Je vais parler spécifiquement de l'intégration avec des données JSON et comment on fait pour envoyer des données vers Elasticsearch en utilisant Kafka. Donc là, c'est un cas bien particulier, qu'on a une base transactionnelle qui est énorme et qui a beaucoup d'événements. Donc ce sont de nouvelles lignes qui arrivent, qui sont liées à une seule entité. Donc imaginez par exemple, chez Les Bons Coins, on a des annonces, quand vous regardez notre site web. Et pour chaque annonce, il y a une certaine quantité de paramètres, une certaine quantité d'informations qui sont liées à cette annonce. Donc ces informations, elles sont ajoutées à l'annonce au fur et à mesure. Donc on a un microservice qui consomme une table d'événements
qui est une réplique logique de la table qui contient ces modifications. Donc, sur la base transactionnelle, imaginez qu'on a des milliards de lignes avec toutes les modifications qui sont ajoutées aux annonces. Et à chaque modification, à chaque insert, je fais une réplication logique vers une base à côté. Et cette base à côté, elle est consommée par les microservices. Donc, elle fait des deletes à chaque ligne qu'elle consomme. Elle delete cette ligne de l'origine et met à jour un JSON et un seul JSON par annonce qui est dans cette base de données intermédiaire. Donc là, à l'époque, les développeurs ils m'ont demandé, mais est-ce qu'on peut mettre un MongoDB? Là, je dis non. Voilà, on a Postgre. Postgre fait ça très bien. Donc, l'idée du premier microservice qui est à gauche, c'est de mettre à jour les JSON de chaque annonce à chaque fois qu'il y a une nouvelle modification de cette annonce. Et le deuxième microservice qui est à droite, c'est utilisé pour alimenter un flux Kafka avec un JSON par annonce. Et ça permet à Kafka de compresser les topics. Donc, si vous utilisez Kafka, vous savez qu'il y a la façon non compressée, c'est-à-dire que chaque nouvelle donnée que j'ajoute au Kafka, elle va rester... Kafka, il est acide, un peu comme Postgre, mais on va faire des énormes fils de modifications. Ça, c'est pas bon, parce que si je veux rejouer les topics, Kafka, il est énorme. Mais en utilisant une base de données intermédiaire qui a un seul JSON par annonce, je peux compresser les topics Kafka en utilisant l'identifiant de l'annonce. Donc, ça permet à Kafka de compresser les topics, il est beaucoup plus petit. Et si j'ai besoin de rejouer les flux Kafka, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, ça me permet, en cas de perte du cluster Elasticsearch, parce que Elasticsearch, il doit, chez nous, il y a, c'est une prémisse chez nous, on ne peut pas utiliser Elasticsearch comme source de vérité. C'est toujours Postgre la source de vérité. Donc si je perds un cluster Elasticsearch qui n'a jamais de sauvegarde, il faut que je sois capable de reconstruire du zéro. Donc cette base de données intermédiaire et les flux Kafka me permettent de reconstruire Elasticsearch comme ça, rapidement. Donc l'idée là, c'est avec une petite base RDS, on utilise pas mal de cloud aujourd'hui chez Les Bons Coins. Il y a un Postgre 12 sur RDS. On fait confiance à AWS dans ces cas que RDS utilise les PostgreSQL communautaires derrière. On ne sait pas si c'est vrai, mais au moins toutes les fonctionnalités sont là. Et on a environ 500 gigas de données dans les disques. Et il y a 3 champs JSON qui contient toutes les informations dont je vous ai parlé. Et avec une machine virtuelle de 4 cœurs, 8 vCPU et 64 Go de RAM, on a, avec un disque garanti de 9000 IOPS, on a réussi à faire cette opération en 5 minutes. Genre, j'ai lu tous les JSON qui sont stockés en 5 minutes en utilisant ce qu'on appelle des workers. Donc, les codes du microservice, ils spannent 10 forks de soi-même, il fait 10 threads, voilà. Et côté Postgre, on a utilisé les partitionnements, voilà. Du coup, on a 10 partitions et chaque worker, chaque thread du microservice, il va lire une partition en même temps. Comme ça, Postgre est capable de booster la lecture disque à fond. Donc j'ai fait 100% d'IO, c'est même voulu que j'utilise les disques au maximum, sans pourtant dépasser 20% de CPU. Donc j'ai beaucoup de marge pour travailler avec des index si besoin. Parce que bon, côté AWS, il faut choisir un compromis IO quantité de vCPU. Donc on n'utilise pas la totalité de CPU de la machine, mais l'IO, on va jusqu'au bout. Donc voilà, on n'a pas besoin, l'idée de vous montrer ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser encore un moteur de base de données différent, qui en plus a une licence pourrie. Donc on utilise Postgre qui voilà, correspond à tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, merci. Et on peut passer aux échanges, aux questions. Voilà, on a encore un peu de temps. On a encore un quart d'heure. Ok, cool. Je peux faire passer un micro, moi, si il y a des questions. Merci Simon. Quelles sont les évolutions autour des clusters master du style RDB? En fait, Postgres, par défaut, ne propose pas de master-master, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans sa philosophie, en fait. Alors, il y a des extensions qui existent, par exemple, chez, alors maintenant EDB, mais Second Quadrant à l'époque, qui faisait du BDR, du actif-actif multi-réplication, mais c'est clairement pas la philosophie, en fait. Postgres part du principe qu'on va utiliser plutôt l'actif-passif, avec éventuellement certains
outils externes comme RepMGR, Patroni, ou ce genre de choses qui peuvent faire du failover automatique si nécessaire. Mais en fait, Postgres est tellement fiable que globalement, on n'a pas forcément besoin d'actifs actifs, et souvent ça génère plus de problèmes qu'autre chose. Alors moi qui suis DB Oracle et Postgres, je connais bien le truc, on a beaucoup moins de problèmes dans un actif passif qu'en actif actif. Après, je pense que mes autres collègues vont parler. Bah oui, chez les bons points, on utilise la scalabilité horizontale en utilisant des primaries secondaires, actifs, passifs. Tant qu'on a un site web, les charges de lecture elles sont énormes, donc ça nous permet de continuer à travailler. On n'a jamais plafonné une machine en écriture. Genre, on n'a jamais eu cette problématique d'avoir besoin de masters. Voilà. Ça nous est jamais arrivé. Et en plus, comme on est passé en mode microservice, donc aujourd'hui, les bases récentes, elles sont toujours petites. Ça, c'est un exemple extrême hein, que je viens de vous montrer. C'est un exemple extrême de performance, voilà, qu'on va jusqu'au bout. Mais normalement, les autres machines de base de données de microservices sont beaucoup plus petites que celle-là. Donc, voilà, je crois que penser actif-actif dès le départ, ça ne va jamais résoudre un problème. Genre aujourd'hui, on a des ressources, même en data center ou même dans les clouds, on a des ressources qui nous permettent d'escaler verticalement jusqu'au montant d'écriture dont on a besoin. Aujourd'hui, on a des disques NVMe, voilà. Et par contre, la lecture, on peut scaler à volonté, quoi. On peut mettre autant de stand-by qu'on veut et faire de la lecture bien fort sans aucun souci. Donc voilà, et comme disait Yoann, actif nous pose d'autres soucis. Parfois, même avec Oracle, moi j'ai déjà fait du Oracle avant, quand un nœud du cluster tombait, le cluster s'est congelé dans un certain temps, et aujourd'hui, en utilisant Postgre, on fait du failover qui en moins de 5 secondes parfois. Donc voilà, on n'a pas, la réponse courte, on n'a pas ça, mais on n'a jamais eu besoin. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent dire. Non, en effet, je pense qu'à court à moyen terme, il n'y a pas de telle extension, de telle possibilité qui va arriver dans le projet Postgres. La seule qui existe, c'est celle de BDR, qui est donc... Ouais. Donc c'est propriétaire, enfin c'est pas open source et ça ne va pas être intégré voilà, à court terme dans la version communautaire de Postgres. Alors, il y a un projet qui s'appelle Postgres XL, qui est un fork du Postgres XC, qui font ça. Voilà, l'idée, c'est scalabilité horizontale d'écriture. Mais imaginez que pour chaque nœud, il faut avoir la réplication de chaque nœud, et il faut avoir les sauvegardes de chaque nœud. Donc, c'est super complexe à gérer. Voilà. Ils ont fait la preuve que ça fonctionne. Genre, pour chaque fois qu'on double le cluster, la performance monte de 30%, un truc comme ça. Il y a plein de tests sur les sites. Voilà. Et c'est sponsorisé par NTT, c'est la compagnie téléphonique du Japon. Je connais les développeurs, c'est Koichi Suzuki. Voilà. Genre, ça marche. Mais il y a très très peu de cas d'usage réels qui ont vraiment besoin de ça. Je crois qu'il y avait un cas d'usage intéressant, c'était l'Agence spatiale européenne qui avait fait une cartographie de la galaxie, des objets de la galaxie dans du Postgres XL. Et avec une base de entre 100 et... Enfin, non, 1 ou 2 pétas. Donc, voilà, ça existe. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon, une réaction, est-ce que donc le groupe de travail interentreprise, vous voyez, c'est le genre de discussion qu'on peut avoir, voilà, ça discute à bâton rompu sur la technique. Est-ce que c'est vraiment un groupe ouvert, hein, c'est-à-dire que, à part les fournisseurs de services en Postgre, c'est les seuls qui sont exclus parce qu'on ne veut pas que ça, voilà, que ça oriente en fait nos choix, mais sinon c'est ouvert aux petites entreprises comme aux grosses entreprises. Qu'on soit d'ailleurs dans un usage avancé de Postgre ou simplement au début pour se faire aider justement par des gens qui savent bien en faire. C'est vraiment l'intérêt du groupe. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à taper à la porte. On a un site web. Comment trouver ce truc-là? Comment on peut trouver ce truc-là? Le site web, tu peux remettre au début, c'est simple, sur le site postgresql.fr. Il y a une section entreprise et vous allez tomber sur notre page. Je crois qu'en HTTPS d'ailleurs il ne marche pas le lien. Je me suis rendu compte. Faut pas le dire. Parce que c'est une redirection. Oui, j'ai testé ce matin.
Ouais. Voilà. Donc il y a le contact. Une question, réaction? Ouais. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez des retours d'expérience sur les deux principales plateformes cloud, Azure et AWS. Vous en avez un petit peu parlé. Il y a peut-être des patterns que vous auriez à recommander ou des dangers à éviter ou des bonnes ou mauvaises surprises sur l'attitude des cloud providers. Alors, je vais parler d'AWS que je connais assez bien. J'ai passé, disons, des examens dessus il n'y a pas si longtemps que ça. AWS propose pas mal d'offres managées sur les bases de données. Il y en a plusieurs sur Postgres. Il y a RDS et puis il y a Aurora. Donc RDS, tu en parlais tout à l'heure, c'est globalement du PostgreSQL communautaire. S'il y a une modification, bon, globalement on ne la connaît pas, ils font toujours, enfin, ils en parlent toujours comme quoi c'est le PostgreSQL communautaire, et ça semble marcher tel quel. Donc, voilà, on peut dire que c'est de l'open source et ça va fonctionner avec des droits limités, comme vous l'entendez avec une base Postgres. Donc c'est un service managé, vous n'avez pas les droits super user, vous n'avez pas accès au système sous-jacent, vous avez un user avec voilà, des droits assez limités. Donc c'est un cas d'utilisation. Ensuite il y a la base Aurora, qui est là, c'est un service assez différent. C'est pas Postgres. Enfin, c'est une partie de Postgres, mais c'est clairement un fork. C'est pas du tout un fork propriétaire de Postgres. Ce qui change énormément dessus, c'est le stockage. Donc, ils ont un stockage journalisé, distribué sur différents points, différentes AZ. Et ce stockage journalisé leur permet d'éviter les checkpoints aussi. Postgres, par défaut, fait des checkpoints. Cette fonctionnalité a été enlevée sur Aurora. Une chose à savoir, c'est comme c'est un fork qui leur est propre, ben ça vient avec ses avantages et ses inconvénients, ses fonctionnalités comme ses bugs. Donc il y a des bugs propres à Aurora qui existent et qui sont également documentés. Donc si vous avez l'habitude de faire du Postgres communautaire, que vous voulez rester dans l'open source, Aurora n'est pas un tel produit. AWS l'est, enfin semble l'être, mais voilà. Je ne peux pas témoigner avec 100% d'assurance là-dessus. Moi, je peux parler d'Azure. Nous, on est sur Azure. Donc, c'est pareil, du service managé sur du Postgres. La différence qu'il y a avec la version, c'est une version communautaire, hein, de ce que j'ai vu, parce qu'on ne sait jamais vraiment. Par contre, voilà, il y a une grosse partie des paramètres qui sont accessibles. Il y a certains paramètres qui sont cachés et inaccessibles. Il faut faire des tickets chez Azure pour pouvoir les modifier. Par exemple, ça peut arriver sur certains éditeurs, ils ont des paramètres bien particuliers à mettre en place. Des fois, on ne peut pas le faire. Après, il y a un peu de retard aussi de version. Je crois que là, je ne sais pas s'ils ont mis la version 13. Enfin, la version 13, je crois qu'elle n'y est pas. Je crois que la dernière version, c'est la 11 ou la 12 sur Azure. Donc, il y a un petit peu de retard, quoi. Donc, voilà. Mais après, ça marche plutôt bien. C'est assez facile à mettre en place. Il y a les sauvegardes en place. C'est très facile d'utilisation. Donc, nous, on commence à en mettre pas mal. Ouais. Et c'est l'avantage, il est gratuit par rapport à d'autres moteurs. Sur le cloud. Juste sur Azure, ils mettent, Microsoft met un assez gros accent sur leur offre Postgres. Ils ont recruté un certain nombre de committeurs de la communauté Postgres pour contribuer à leur offre managée et à des fonctionnalités spécifiques, notamment celle qui permet le sharding et qui s'appelle Hyperscale sur Azure. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui ne se retrouve pas dans les offres managées des autres clouders. Juste pour préciser, Hyperscale, généralement, c'est pour des bases de plusieurs pétas. C'est des choses, vraiment, c'est spécifique. Il faut quand même y aller. Et c'était un rachat de Citus, pour ceux qui connaissent. Voilà. Moi, c'est peut-être une question de noob, mais est-ce qu'il y a des baisses de performance de Postgre quand on le fait tourner dans une image Docker ou c'est complètement similaire si ça tourne directement sur la machine? Alors, le Docker, ils sont justement censés isoler le moins possible le système d'exploitation de la machine hôte de ce qu'il y a dans le conteneur. Donc, la perf, pour tout le monde que je connais qui travaille avec Docker et Postgre, c'est similaire. C'est similaire à la perf sur la même machine sans avoir Docker.
Voilà. En fait, Docker, c'est plutôt des isolations, des systèmes d'exploitation qui sont faits dessus. Donc, on met des limites de quantité de fichiers que tu peux ouvrir, la quantité de mémoire que tu peux utiliser, voilà. Mais la communication entre les programmes qui tournent dans le Docker et le kernel du système d'exploitation n'est pas isolée. Donc, la perf, elle est plutôt la même. Voilà. Après, ce qu'il faut voir avec Docker quand même, c'est que c'est pas fait à la base pour du stateful. Donc c'est toujours un peu particulier de faire de la base dans du Docker, parce qu'en fait, normalement, Docker, quand ça s'éteint, les données sont perdues. Donc après, il faut faire des Docker, si on parle juste Docker, si on parlait de cube et tout ça, hein, mais si on fait du Docker, il faut faire du Docker volume sur un serveur pour attacher le volume, pour pouvoir faire du Docker. Donc après, ça peut avoir quelques limites aussi. Mais aucune fonctionnelle, je veux dire, mais après, ça peut, quand on est sur plusieurs clusters et tout, ben, c'est compliqué, il faut du disque partagé, il faut ce genre de choses. Il faut savoir ça, quoi. Mais il y a de plus en plus d'opérateurs Postgre pour Kubernetes. On a au moins, j'ai entendu parler les derniers mois, j'ai entendu parler de 3 ou 4. Il y a un qui est sorti récemment, qui a même des interfaces graphiques sympas, StackGre s'appelle. Donc voilà, je crois que la direction de mettre Postgre containerisé, c'est une tendance. Voilà. Chez les Boncoin, je réfléchis déjà à le mettre, mais il y a une autre personne qui s'occupe de cluster Kubernetes chez nous. Il m'a dit, Flavio, attends un petit peu, parce que gérer les volumes, c'est ce que je disais à Yoann, gérer les volumes, c'est compliqué. Voilà. Mais une fois que ces problèmes-là, il est géré, je crois que c'est une tendance, il y a de plus en plus de sociétés qui les font. Zalando les fait. C'est ce que j'allais dire. Zalando, c'est full Kubernetes et tous les PostgreSQL tournent dans des conteneurs. Je crois qu'Air France aussi est en train de partir full Docker sur du Postgres, je crois. Donc c'est des choses qui sont vraiment en tendance. On conclut? Il reste du temps? Il reste 4 minutes. Je me souviens d'un projet pour changer le mode de fonctionnement du moteur MVCC. Alors je ne sais pas si c'était EDB qui était en charge de ce projet, mais l'idée d'introduire... ZHeap, non? Ouais, peut-être, je ne sais pas. De remettre en place, en fait, un peu à l'image d'Oracle, un système où on a... des undo. Space undo, des choses comme ça. Cybertech fait ça. Ou pas Cybertech fait une extension qui s'appelle ZHeap. Mais après, moi je l'ai pas testé personnellement. C'est pas une extension, hein. C'est déjà dans le cœur de PostgreSQL et ce moteur, vous pouvez déjà commencer à l'activer dans les versions récentes. Et petit à petit, il est en train de se mettre en place. Alors moi personnellement, je l'ai jamais testé, hein. Mais il est déjà là dans le cœur de PostgreSQL dans les dernières versions. Alors je pense la 13, je suis sûr, et donc la 14 aussi forcément. 12, je ne suis pas sûr qu'il soit là, mais il existe, il est déjà là et il est en cours d'amélioration. Oui, et c'est pas encore considéré. En fait, les travails, comme Postgre, il y a plusieurs développeurs, plusieurs sociétés, plusieurs même personnes physiques qui travaillent. Donc on ne fait pas de breaking change comme ça. Donc à chaque petite version, on ajoute un peu de fonctionnalité pour supporter ce genre de fonctionnalités. Dans le cas de la ZHeap, c'est pour éviter les gonflages de tables. Donc quand on fait des updates, le ZHeap, il essaye d'utiliser la même page toujours pour faire l'update, et ça évite qu'on ait besoin de faire des vacuums. Voilà. C'est une des choses que tout le monde râle sur Postgre. À mon avis, ça marche très bien, mais pour certains cas d'usage, oui, ça peut être gênant. Voilà. Et quand tu as une base qui a beaucoup d'updates, voilà, ça peut être très gênant, le vacuum. Par contre, il y a un truc qui est arrivé spécifiquement sur la 14, c'est la Synchronous I/O. Et ça, c'est un truc qui vient d'Oracle aussi. Donc, on peut, à la place de faire un F-Sync par page de wikilooctets, on peut dire au moteur de commit des Postgre d'atteindre plusieurs commits en même temps et faire un seul F-Sync. Donc, ça fait monter en performance d'écriture aussi. C'est de la Synchronous I/O, voilà. Mais par contre, on a parfois un commit qui est un petit peu plus lent parce qu'on va attendre d'autres commits arriver. Voilà. Donc oui, il y a toujours des évolutions, mais le problème c'est qu'il y a ce genre de questions qui disent Postgre il est à la traîne par rapport à Oracle. Et moi j'ai dit non, c'est bien le contraire. Il y a des choses qu'on fait pour s'approcher d'Oracle parce qu'Oracle les fait mieux,
Mais en même temps, il y a des choses qu'Oracle fait très mal, comme par exemple les données géographiques qu'on vient de présenter. Donc voilà, il ne faut pas prendre Postgre comme quelque chose qui a la traîne aujourd'hui, bien au contraire, il est même tendance pour certaines autres choses. Non, mais c'est pas mon propos, hein, c'est... Je ne vous entends pas. Ouais, je crois qu'il faut parler fort. Ouais, c'est pas mon propos, c'est simplement ce ZIP, c'était surtout pour résoudre les problèmes de forte modification dans le cas où on a beaucoup d'annexes. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'était juste si ça avait été introduit dans le moteur, et si dans le moteur on doit choisir, est-ce que c'est adapté à un table space ou c'est toute la base qui est dans ce mode de fonctionnement ou les choses. Alors l'idée derrière, c'est les pluggable storage, c'est-à-dire qu'on peut, faire plusieurs moteurs de stockage différents dans un même cluster Postgre. Voilà, donc je crois que ça sera par table space plutôt, mais je ne suis pas sûr. J'ai regardé la présentation du mec au PGConf Europe, mais comme ça fait déjà 2 ans qu'on n'a pas de PGConf, on ne parle pas beaucoup avec eux. Mais ce qu'il a présenté, c'était cette idée-là d'éviter, en utilisant le pluggable storage, d'éviter justement d'avoir de nouvelles pages quand on fait des updates. C'est ça l'idée de la ZIP. C'est super complexe comme fonctionnalité, mais en même temps, c'est passionnant quand on voit les mecs montrer tout ça sur l'écran. Voilà, c'est cool quand même. Voilà. Je ne sais pas si vous avez plus de détails de la ZIP. Ok. C'est fini. Merci beaucoup. Une dernière question encore. Bonjour, c'est une question pour Le Bon Coin. Je voulais savoir pour la partie recherche. J'imagine quand on fait des typos, des choses comme ça, j'imagine que la partie FTS, elle n'est pas forcément adaptée. Et j'ai vu les données qui sont envoyées dans Elastic, c'est pour utiliser justement des logiques de type fuzzy logic, des choses comme ça pour faire des recherches ou pas? Alors on peut se parler après parce qu'on n'a pas trop de temps, mais tout ce qui est recherche, les bons coins, on fait avec Elasticsearch. Il n'y a pas de FTS encore, mais je travaille. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.